Le bruit aigu et écœurant de la soie déchirée brisa le silence de la suite nuptiale. Méline se figea alors que les sœurs de son fiancé se tenaient au-dessus de son voile de mariée ruinée, des cisailles antiques brillant dans leurs mains. Elles souriaient d'un air suffisant, ignorant totalement que leur petite cruauté venait d'attirer la monarchie à leur porte. Méline Brooks n'était pas née dans l'aristocratie. Elle était née d'un maître d'école et d'un charpentier dans une modeste maison en briques du Devon. Ce qui lui manquait en termes de pédigree, cependant, elle le compensait par un talent extraordinaire, presque miraculeux, pour les textiles. À l'âge de 28 ans, elle était devenue la plus jeune conservatrice principale du Victoria and Albert Museum de Londres, chargée de restaurer certains des vêtements historiques les plus inestimables d'Europe. C'était cette même carrière qui avait fait entrer Harrison Whitmore dans sa vie. Harrison était l'héritier de la fortune maritime des Whitmore, une famille dont la richesse était si ancienne et si ancrée dans la haute société britannique qu'elle pouvait pratiquement acheter le temps qu'il fait. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala au musée. Harrison était charmant, persévérant et apparemment épris de la grâce discrète et de l'intelligence de Méline. Pendant 1 an, il lui donna l'impression d'être le centre de son univers, la protégeant du regard glacial de son cercle social d'élite. Mais à l'approche du jour du mariage, le bouclier avait commencé à se fissurer, car la famille Whitmore détestait Méline. Pour eux, elle n'était qu'une roturière, une croqueuse de diamants tentant d'infiltrer leur lignée. La mère de Harrison avait purement et simplement refusé d'assister au mariage, laissant la campagne de guerre psychologique à ses sœurs aînées, Victoria et Caroline. Les sœurs étaient l'un des mondaines de l'espèce la plus vicieuse, des femmes qui utilisaient leur richesse comme une arme et considéraient la gentillesse comme un défaut de caractère. Le champ de bataille qu'elles choisirent fut Highfield Manor, le vaste domaine des Whitmore dans les Cotswolds où le mariage devait avoir lieu. Et l'arme qu'elles choisirent fut le voile, car pour son mariage, Méline n'en avait pas acheté un. Au lieu de cela, elle avait passé les 8 derniers mois à restaurer minutieusement une pièce de dentelle de Honiton et de tulle de soie du XIXe siècle. C'était un chef-d'œuvre de l'art textile, dont on murmurait qu'il avait été confectionné pour une princesse européenne oubliée. Méline se l'était procuré auprès d'un marchand privé à Anvers, épuisant ses modestes économies pour l'acquérir. Pour elle, ce n'était pas un simple accessoire, c'était l'œuvre de sa vie, un symbole de la beauté qu'elle apportait au monde. À 9h du matin, le jour du mariage, Méline était assise dans la suite nuptiale, vêtue de sa robe de soie simple et élégante. Son maquilleur, Laurent, venait de terminer de relever ses cheveux, et le voile reposait soigneusement drapé sur un mannequin en velours, attendant d'être placé. C'est alors que les lourdes portes en chêne de la suite s'ouvrirent, et Victoria et Caroline glissèrent dans la pièce. Elles portaient déjà leurs robes de demoiselles d'honneur, des créations sur mesure d'Oscar de la renta d'un vert émeraude profond et menaçant qui jurait délibérément avec la palette de couleurs pastel et douces du mariage. « Laurent », dit Victoria, sa voix dégoulinante d'ennui aristocratique. « Laissez-nous, nous avons besoin d'un moment avec notre nouvelle sœur. » Laurent hésita en regardant Méline dans le miroir, et Méline lui offrit un sourire crispé et rassurant en lui disant que tout allait bien. « Laissez-nous 5 minutes, dit-elle, et au moment où la porte se referma derrière lui, la température dans la pièce sembla chuter. Caroline s'avança lentement vers le mannequin en velours, faisant glisser un doigt manucuré le long du bord de la dentelle antique. « C'est dommage, vraiment, » songea Caroline, sa voix douce, mais empreinte de venin. Harrison va se réveiller demain et réaliser qu'il s'est enchaîné à une employée de musée. « Tu n'as pas ta place ici, Méline. Tu es une tache sur le nom des Whitmore. » Méline se leva,
le cœur martelant ses côtes, mais elle garda le menton haut. « Caroline, Victoria, c'est le jour de mon mariage, et si vous n'avez rien de gentil à dire, je vous suggère d'aller prendre vos places dans la chapelle. » Victoria laissa échapper un rire bref et haletant. Puis elle se dirigea vers la coiffeuse et prit une paire de lourds ciseaux de couture antique en argent que Méline utilisait pour sa trousse d'urgence. « Nous ne sommes pas ici pour être gentilles, ma chérie, » dit Victoria en s'avançant vers le voile. « Nous sommes ici pour faire passer un message. Tu crois que parce que tu as manipulé notre frère pour qu'il te demande en mariage, tu as le droit de jouer à la Whitmore. Tu n'as pas le droit de porter une couronne, et tu n'as même pas le droit de porter la dentelle. » Avant que Méline ne puisse comprendre ce qui se passait, Victoria saisit une poignée du délicat tulle de soie vieux de 150 ans. « Non !» haleta Méline en s'élançant en avant. Mais le bruit fut assourdissant dans la pièce silencieuse. Victoria enfonça les lourdes cisailles en argent en plein centre de la dentelle de Honiton restaurée, la déchiquetant violemment vers le bas. Caroline attrapa l'autre côté, tirant sur la soie fragile jusqu'à ce qu'elle soit complètement arrachée du peigne. Elles déchiquetèrent l'artefact inestimable avec une joie sauvage et déséquilibrée, laissant les bandes déchirées et déchiquetées voleter sur le parquet comme des feuilles mortes. Méline tomba à genoux, ses mains planant au-dessus de la dentelle ruinée qui représentait des mois de restauration nocturne minutieuse. L'histoire et la beauté furent détruites en quelques secondes par pure méchanceté, et des larmes de dévastation absolue coulèrent sur ses seins, sur ses joues. « Qu'avez-vous fait » murmura-t-elle, la voix tremblante de choc. C'était un artefact historique, il était inestimable. « Maintenant, c'est une ordure » ricana Victoria en jetant les ciseaux sur la coiffeuse. « Tout comme toi. » À cet instant précis, la porte s'ouvrit et Harrison entra, déjà vêtu de sa jaquette sur mesure de Savile Row, l'air beau et totalement dépassé par les événements. Il s'arrêta net, observant la scène, sa fiancée sanglotant sur le sol au-dessus d'un tas de dentelles antiques déchiquetées, et ses sœurs se tenant au-dessus d'elle, l'air farouchement triomphant. Méline leva les yeux vers lui, la poitrine haletante, et dit « Harrison, regarde ce qu'elles ont fait. Elles l'ont ruiné, elles ont détruit mon voile. » Elle attendait de l'indignation. Elle attendait que l'homme qu'elle aimait s'avance pour la défendre et jette ses sœurs vicieuses hors de la pièce. Au lieu de cela, Harrison laissa échapper un long soupir d'épuisement, se frotta l'arête du nez et murmura « Maddie, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas éviter ça aujourd'hui? Tu sais à quel point Victoria est nerveuse, dit-il, ce qui fit instantanément cesser les pleurs de Méline. Les larmes séchèrent littéralement dans ses yeux, alors qu'une vague de clarté froide et absolue la submergeait. Et elle prononça le nom de Harrison. Elle expliqua qu'elle l'avait déchiqueté avec des ciseaux de manière malveillante, mais il répondit que ce n'était qu'un vieux morceau de tissu. Harrison rétorqua, soudainement irrité par la réaction de sa fiancée plutôt que par la cruauté de ses sœurs. Il lui rappela qu'il lui avait dit d'acheter simplement quelque chose de neuf chez Harrods. Il ajouta que Lord Harrington était déjà assis au premier rang et que la presse était à l'extérieur. Demande simplement à Laurent d'épingler ce qu'il en reste, ou vas-y sans, mais arrête de faire une scène, Méline, ordonna-t-il. Je ne permettrai pas que tu fasses honte à ma famille aujourd'hui, conclut-il, avant de se retourner et de sortir, laissant la porte grande ouverte. Victoria sourit d'un air suffisant, enjambant la dentelle déchiquetée avec ses talons de créateur. « À l'hôtel, ma chérie, en supposant que tu aies encore l'estomac pour ça. » Laissée seule, Méline s'agenouilla sur le sol et ramassa un morceau déchiré et dentelé de la magnifique dentelle. Elle ne pleurait plus, car un calme étrange et effrayant s'était installé en elle. Elle comprit avec une clarté cristalline qu'elle n'allait pas épouser Harrison Whitmore ce jour-là.
Mais elle n'allait pas non plus s'enfuir par la porte de derrière en larmes. Elle allait remonter cette allée, en portant ce voile déchiqueté et ruiné, et laisser chaque invité de la haute société voir exactement ce qu'était réellement la famille Whitmore. Ce que ni Méline, ni Harrison, ni ses cruelles sœurs ne savaient, c'est que le voile acheté à Anvers n'était pas seulement un artefact historique anonyme. C'était le voile de couronnement manquant de la reine Isabella, volé dans les archives royales il y a 70 ans, et la monarchie l'avait enfin retrouvé. La cathédrale Saint-Jude de Mayfair était remplie à craquer par les membres les plus élitistes de la société britannique. Des politiciens, des ducs, des magnates du transport maritime et des célébrités occupaient lancés les anciens bancs en bois, l'air étant lourd du parfum de milliers de pivoines blanches importées et du bourdonnement des ragots privilégiés. À l'hôtel se tenait Harrison Whitmore, l'air parfaitement serein, regardant occasionnellement sa Rolex et partageant un rire discret et exaspéré avec son garçon d'honneur. Au premier rang, du côté droit, Victoria et Caroline étaient assises, grandes et fières, chuchotant derrière leurs éventails en soie, attendant que la mariée humiliée ne se présente pas ou arrive complètement brisée. Dans le vestibule, Laurent avait accompli un miracle, en prenant les restes mutilés et déchiquetés du voile royal et en les épinglant dans les cheveux sombres de Méline. Les bords dentelés et les bandes de soie violemment déchirées tombaient dans son dos, comme une belle et tragique toile d'araignée. Cela ressemblait exactement à ce que c'était, un acte de destruction violent épinglé sur une mariée. « Es-tu sûre de toi, Méline ?» murmura Laurent, les mains tremblant légèrement en ajustant sa traîne. « Tu n'es pas obligée de faire ça, » ajouta-t-il. Mais Méline répondit qu'elle en était sûre, sa voix dénuée de toute émotion, et ordonna d'ouvrir les portes. Le massif orgue à tuyaux rugit à la vie en jouant le chœur nuptial de Wagner. Les portes de la cathédrale s'ouvrirent. Et alors qu'elle entra dans la nef, le souffle des 500 invités se coupa. Les murmures cessèrent avant d'éclater en une frénésie haletante, et tandis qu'elle remontait l'allée, les invités se penchèrent, hors de leurs bancs, les yeux écarquillés par le choc, ne regardant pas sa robe. Ils fixaient le voile déchiqueté et ruiné en cascade dans son dos, car les coupes violentes et les bords bruts de la dentelle antique criaient au vandalisme, ce qui fit disparaître le sourire de Victoria au premier rang. En portant le tissu détruit si hardiment, Méline affichait la cruauté des sœurs Whitmore au monde entier. Le visage de Harrison pâlit à mesure que Méline s'approchait de l'autel, sa mâchoire se crispant de colère. Lorsqu'elle fut enfin à ses côtés, il se pencha, la voix pleine de venin, pour lui demander ce qu'elle fabriquait. Il murmura entre ses dents serrées qu'il lui avait dit d'enlever ses ordures, qu'elle ressemblait à une folle et qu'elle lui faisait honte. « Je montre à tes amis exactement qui tu es, Harrison », lui chuchota Méline en regardant droit devant elle vers l'autel. « Un lâche qui laisse sa famille détruire ce qu'il prétend aimer », ajouta-t-elle, alors que le père Timothy, visiblement troublé par la tension et l'état bizarre de la mariée, s'éclaircit la gorge et commença la cérémonie, en déclarant qu'ils étaient réunis pour unir cet homme et cette femme par le saint mariage. La cérémonie se déroula dans une tension étouffante et insupportable, Méline se tenant comme une statue, complètement détachée de l'homme à côté d'elle, attendant que le prêtre demande s'il y avait des objections afin de rendre la bague. Mais avant qu'une seule seconde de silence ne puisse s'écouler après la question du prêtre, un son semblable à un coup de tonnerre retentit à l'arrière de la cathédrale. Bang! Les lourdes portes en chêne cloutées de fer de Saint-Jude furent violemment ouvertes à la volée, percutant les murs de pierre avec une force qui fit vibrer les premiers bancs. L'organiste sursauta, frappant une note discordante et stridente qui mourut brusquement dans l'air, tandis que les 500 têtes se retournaient vivement. 6 hommes dans des costumes noirs impeccablement coupés
traverser le vestibule. Ils se déplaçaient avec une précision synchronisée terrifiante, scrutant la foule, des oreillettes enroulées derrière leurs oreilles. C'était le commandement de la protection royale. Derrière eux, suivait de près un homme dont la présence absorbait littéralement l'oxygène de la pièce. Le roi Alexander, le souverain du royaume, était vêtu d'une jaquette sombre, impeccablement coupée, ornée d'une discrète épingle en or aux armoiries royales, brillant sur son revers. Son expression était un masque d'autorité froide et absolue. Il n'était pas un invité. C'était une force de la nature pénétrant dans une pièce qui semblait soudainement bien trop petite. Un halètement collectif parcourut la foule de l'élite. Les hommes se levèrent instinctivement et les femmes s'agrippèrent à leurs perles. Même Lord Harrington, assis au premier rang, se leva précipitamment, inclinant la tête sous le choc absolu. Le roi Alexander ne s'arrêta pas pour saluer les aristocrates qui s'inclinaient. Il marcha droit dans l'allée centrale, ses lourdes chaussures en cuir résonnant sèchement contre le sol en marbre. À l'hôtel, Harrison Whitmore avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. Il recula, totalement déconcerté, inclinant frénétiquement la tête en murmurant « Votre Majesté ». Harrison bégaya, oubliant complètement le mariage et sa mariée, mais le roi l'ignora totalement. Il ne jeta même pas un regard au marié et s'arrêta directement devant Méline. Il se tint incroyablement immobile, ses yeux bleus perçants descendant de son visage vers les ruines déchiquetées et dentelées de la dentelle antique épinglée dans ses cheveux. Pendant 5 secondes terrifiantes, la cathédrale fut si silencieuse qu'on pouvait entendre la cire couler des cierges de l'autel. Le roi tendit une main gantée et toucha doucement, presque avec révérence, une bande déchirée de la dentelle de Honiton. Sa mâchoire se crispa, un muscle tressaillant furieusement dans sa joue. Il tourna lentement la tête, son regard mortel se verrouillant directement sur Victoria et Caroline Whitmore au premier rang. Les sœurs avaient pris la couleur de la craie, se recroquevillant dans les bancs de chêne sous le poids du regard du monarque. Le roi Alexander se tourna de nouveau vers le père Timothy, qui tremblait si fort qu'il faillit faire tomber sa Bible. « Fermez votre livre, mon père », ordonna le roi d'une voix sourde et terrifiante qui porta parfaitement jusqu'au dernier rang. « Oui, votre Majesté », couina le prêtre. Puis le roi se tourna vers l'assemblée, déclarant avec un pouvoir absolu et inflexible que ce mariage était terminé. Le roi ordonna à la famille Whitmore de quitter immédiatement la cathédrale sous l'escorte de sa sécurité, déclarant aux mariés terrifiés et à ses sœurs grelottantes qu'ils venaient de détruire un artefact inestimable de la couronne et qu'ils allaient en répondre, ce qui laissa Harrison figé à l'autel et instaura un silence assourdissant alors que son monde s'effondrait sous le regard du roi. Harrison finit par bégayer qu'il y avait un malentendu, mais le roi l'interrompit en lui disant de ne pas insulter son intelligence, lui reprochant de parader avec des biens royaux volés. Puis il reporta son attention sur Méline. Pour la première fois depuis qu'il avait franchi les lourdes portes en bois, les traits durs et furieux de son visage s'adoucirent. Il baissa les yeux vers elle avec une expression de profond respect et de sympathie calme et profonde. « Mademoiselle Brooks », dit-il, utilisant son nom avec une douce révérence qui choqua l'assemblée qui les observait. Le roi expliqua que ses enquêteurs suivaient dans cette pièce, craignant qu'elle ne soit perdue sur le marché noir, tandis que Méline avoua que le marchand lui avait menti en affirmant qu'elle appartenait à une princesse oubliée, ce à quoi le roi répondit fermement qu'il s'agissait du voile de couronnement de la reine Isabella, confectionné en 1842. Le roi ajouta qu'il avait disparu des archives royales pendant le chaos du Blitz en 1940 et qu'il était l'un des textiles les plus significatifs de l'histoire britannique, que Méline avait magnifiquement restauré pendant 8 mois, provoquant l'admiration stupéfaite des mondains. La douceur disparut de son visage.
remplacée par une colère si terrifiante qu'elle rendit l'air de la pièce lourd, en regardant les bords, déchiquetés de la soie inestimable. Il tourna lentement la tête pour regarder directement le premier rang, où Victoria et Caroline se recroquevillaient presque dans les panneaux de chêne. « Nul !» dit ensuite le roi Alexander, sa voix résonnant dans la cathédrale silencieuse. Ces deux femmes ont attaqué un trésor national à coups de cisaille par pure méchanceté venimeuse. Victoria, d'ordinaire si arrogante, se mit à trembler de manière incontrôlable, se levant avec les genoux tremblants pour tenter de sauver sa dignité ruinée. « Votre Majesté, nous ne savions pas. Nous pensions que ce n'était qu'un vulgaire morceau de tissu qu'elle avait acheté pour faire semblant d'être l'une des nôtres. Nous n'aurions jamais endommagé quelque chose appartenant à la couronne, » ajouta-t-elle, alors que le roi fit un pas lent et délibéré vers elle. Les 6 officiers de la protection royale, lourdement armés, imitèrent son mouvement, posant discrètement leurs mains sur leurs armes. « L'ignorance n'est pas une excuse pour la destruction de l'histoire, » répliqua froidement le roi. « Vous n'avez pas détruit ce voile parce que vous pensiez qu'il était bon marché. Vous l'avez détruit parce que vous vouliez infliger de la douleur à une femme dont le talent et la grâce vous sont inaccessibles, » déclara-t-il, avant que Harrison n'implore le roi de le laisser payer les dommages. Il proposa que la famille Whitmore fasse un chèque le jour même, quelle que soit la valeur du voile. Méline, écœurée par la certitude de Harrison que son argent pouvait réparer la cruauté de sa famille, lui déclara qu'il ne pouvait pas acheter sa sortie et qu'il n'y avait pas de cérémonie à terminer. Méline ajouta qu'elle ne l'épouserait pas même s'il était le dernier homme sur terre, ce qui le fit tressaillir, tandis que le roi, souriant d'approbation, ordonna au commandant d'arrêter Victoria et Caroline pour destruction de biens royaux et de retirer Harrison de l'hôtel, provoquant un chahut. Les invités haletèrent et chuchotèrent furieusement, alors que la sécurité emmenait Victoria, qui hurlait en se débattant dans sa robe émeraude, et Caroline, qui s'effondra en sanglotant hystériquement. Victoria cria de retirer leurs mains d'elle, affirmant qu'elles étaient des Whitmore, ce à quoi le roi répliqua qu'elles étaient des Vandales, ordonnant qu'on les éloigne de sa vue. Alors que Harrison était fermement escorté loin de l'hôtel, implorant ses avocats, le roi Alexander tourna le dos à la famille, en disgrâce, et offrit son bras à Méline. « Mademoiselle Brooks, » dit doucement le roi, « je crois que cet endroit n'est plus approprié pour votre présence. Permettez-moi de vous escorter vers la sortie. » Et Méline regarda le bras tendu du monarque. Elle tendit la main, la posant doucement sur sa manche. Ensemble, ils descendirent lentement l'allée devant des centaines d'invités stupéfaits, laissant la famille Whitmore ruinée derrière eux. Les conséquences de ce mariage désastreux à la cathédrale Saint-Jude furent tout bonnement apocalyptiques pour la famille Whitmore. Au moment des journaux télévisés du soir, le scandale avait explosé sur tous les réseaux de télévision et dans tous les journaux du pays. Le gros titre était universellement dévastateur. Les sœurs Whitmore, arrêtées pour avoir déchiqueté un artefact royal, et les retombées sociales furent absolues et immédiates. Les cercles d'élite, qui s'inclinaient autrefois devant la fortune des Whitmore, coupèrent instantanément tous les ponts. Des conseils d'administration d'œuvres caritatives exigèrent la démission des parents de Harrison, et les actions de la compagnie maritime chutèrent du jour au lendemain suite à la panique des investisseurs. Lord Harrington, qui avait assisté à tout le spectacle humiliant depuis le premier rang, annula une fusion d'entreprises massive avec la firme de Harrison dès le lendemain matin. Victoria et Caroline firent face à un retour à la réalité brutale. La couronne les poursuivit sans relâche. Malgré l'embauche de l'équipe de défense juridique la plus chère du pays, les sœurs ne purent échapper aux preuves. Les dommages causés au voile de la reine Isabella étaient indéniables, et le témoignage du roi scella leur sort. Elles furent condamnées à 18 mois de travaux d'intérêt général,
lourdement condamnée à une amende et interdite à vie de tout événement royal et aristocratique en Europe. Elles devinrent de véritables parias, tandis que Harrison, brisé par le scandale et terrifié à l'idée d'affronter Méline, s'enfuit dans une succursale éloignée de son entreprise en Amérique du Sud pour se cacher de cette humiliation mondiale. Méline, en revanche, connut une toute autre suite. 3 jours après le mariage, une élégante voiture de ville noire arriva à son modeste appartement londonien. Le chauffeur lui remit une enveloppe de couleur crème portant les armoiries royales. À l'intérieur se trouvait une invitation manuscrite requérant sa présence au palais de Buckingham. Lorsque Méline entra dans la grande bibliothèque privée du palais, elle y trouva le roi Alexander debout, près d'une grande table en acajou. Disposée sur la table, reposant sur du papier de soie d'archivage sans acide, se trouvaient les restes déchirés du voile de la reine Isabella. Le roi leva les yeux et offrit un sourire chaleureux et accueillant en remerciant Méline, qui fit une gracieuse révérence. Elle déclara qu'elle était honorée d'être là, bien que cela lui brise le cœur de voir le voile dans cet état. Le roi Alexander soupira, passant une main dans ses cheveux bruns. Il affirma que c'était une tragédie, mais pas une perte totale, car ses archivistes avaient examiné les dégâts. Ils lui expliquèrent que bien que la dentelle centrale fût sectionnée, l'intégrité structurelle de la broderie extérieure subsistait. Il lui avait également dit qu'il n'y avait qu'une seule conservatrice au monde possédant les compétences nécessaires pour le reconstituer. Le souffle de Méline se coupa, et le roi lui confirma qu'il s'agissait d'elle en s'approchant, ajoutant qu'il suivait sa carrière. Il qualifia d'extraordinaire son travail sur les tapisseries du XVIIe siècle au Victoria and Albert Museum. Il affirma savoir à quel point elle se souciait de l'histoire et lui offrit le poste de conservatrice royale en chef. Elle aurait un accès total aux archives royales, un budget illimité, et son premier projet serait de sauver le voile d'Isabella. Des larmes piquèrent les yeux de Méline, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de joie absolue. Elle accepta complètement l'opportunité de sa vie, avouant ne pas savoir quoi dire. Au cours de l'année suivante, la vie de Méline se transforma complètement lorsqu'elle emménagea dans un magnifique appartement de fonction sur le domaine du palais. Elle passait ses journées entourée des textiles les plus beaux et les plus importants de l'histoire humaine. Sous ses soins méticuleux et affectueux, le voile de la reine Isabella fut lentement et magnifiquement reconstruit. Elle ne pouvait pas effacer entièrement les déchirures du tissu, mais elle les intégra dans une superbe technique de réparation au fil d'or, transformant les cicatrices du voile en un témoignage de sa survie. Et pendant ces heures tranquilles dans les archives, le roi Alexander devint un visiteur fréquent. Ce qui avait commencé par de brèves visites pour vérifier ses progrès se transforma lentement en longues et profondes conversations sur l'histoire de l'art et sur la vie. Le roi se retrouva captivé par sa brillance, sa force tranquille et son intégrité inébranlable. Il était entré dans cette cathédrale pour sauver un pan de l'histoire royale, mais il en était ressorti en ayant trouvé quelqu'un de vraiment extraordinaire. Les visites du roi à l'atelier de restauration royale devinrent le meilleur moment des journées de Méline. Elle entendait les pas lourds et rythmés de sa garde rapprochée résonner dans les longs couloirs de marbre de l'aile du palais, signalant son arrivée. Alexander envoyait ses gardes d'un léger signe de la main et pénétrait dans ce sanctuaire silencieux et climatisé où Méline opérait sa magie. Il était fasciné par ses outils, les fins fils de soie, les aiguilles microscopiques, les délicates lentilles grossissantes. Souvent, il tirait un tabouret en bois, enlevait sa veste royale formelle, retroussait les manches blanches impeccables de sa chemise et regardait simplement ses mains bouger avec une précision élégante et exercée. Il parlait pendant des heures, et il lui racontait le poids écrasant de la couronne,
la pression constante et suffocante des attentes du public, et les rares moments de paix qu'il trouvait à l'intérieur des murs du palais. Elle partageait ses histoires d'enfance dans le Devon, l'atelier de menuiserie de son père, et la façon dont elle avait appris à trouver de la beauté dans les objets oubliés et jetés. La presse, comme on pouvait s'y attendre, eut vent des visites fréquentes du roi aux archives, et les tabloïds s'emballèrent. La belle et mystérieuse conservatrice qui avait humilié la famille Whitmore à l'hôtel passait désormais ses soirées seule avec le souverain. Les mondains qui s'étaient moqués des origines modestes de Méline tentaient désormais furieusement d'obtenir des invitations aux événements du palais, désespérés de regagner ses faveurs. Mais Méline ignorait ce bruit, car elle ne s'intéressait pas à la haute société. Son attention restait entièrement focalisée sur son travail et sur l'homme qui avait su voir sa valeur lorsque son propre fiancé avait détourné le regard. Le grand dévoilement du voile, restauré de la reine Isabella, était programmé pour un magnifique gala au Victoria and Albert Museum. C'était un retour aux sources plein de poésie. Le musée où Méline avait bâti sa carrière accueillait désormais le joyau de l'œuvre de sa vie. La liste des invités comprenait des membres de familles royales internationales, des historiens de renom et de hauts yeux représentants du gouvernement. Fait notable, les Whitmore étaient bien sûr absents, leur empire maritime luttant toujours pour se remettre du poids écrasant de la liste noire royale. Le soir du gala, Méline se tenait dans le grand hall d'entrée, vêtue d'une robe bleu nuit époustouflante qu'elle avait elle-même conçue. La soie diaphane se drapait parfaitement autour de sa silhouette, un témoignage de sa maîtrise des tissus. À l'arrivée du roi Alexander, les flashs des appareils photos de la presse mondiale illuminèrent la façade de pierre du musée. Il marcha directement vers elle, ignorant les riches dignitaires qui se disputaient de son attention. Il lui offrit son bras, tout comme il l'avait fait lors de cette journée désastreuse à la cathédrale Saint-Jude. « Vous êtes absolument radieuse, Méline, » murmura le roi, sa voix provoquant un frisson chaleureux dans son dos. « Êtes-vous prête à montrer au monde ce que vous avez accompli ?» Elle répondit qu'elle l'était, le cœur gonflé d'une émotion qu'elle n'avait jamais ressentie avec Harrison, un respect pur mêlé à un amour profond. Et ensemble, ils entrèrent dans le hall où le voile restauré, illuminé dans une vitrine, éblouit le public sous un tonnerre d'applaudissements. Méline n'avait pas seulement réparé un morceau de dentelle, elle avait ressuscité un trésor national, et alors que le roi Alexander la regardait, avec une immense fierté, elle sut que le plus grand chapitre de sa vie venait de commencer. Quel incroyable coup du sort que Méline ait transformé un cauchemar en un triomphe royal, prouvant que le karma ne manque jamais sa cible. Et si cette histoire dramatique vous a laissé sans voix, n'hésitez pas à la partager avec vos amis qui aiment les histoires de vengeance. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires vraies et choquantes. Activez les notifications pour ne jamais manquer une mise à jour et à la prochaine histoire. Une histoire